effet, montre que les communautés sont divisées, que les circulations interprétatives se fabriquent en fonction de l'objet et en fonction de la multiplicité qu'il y a au sein de chaque spectatrice ou chaque spectateur. La communication qu'on a eue tout à l'heure en ouverture de Jenny Saden montre bien effectivement que je est un autre et qu'on n'a pas nécessairement envie d'être assigné à une seule identité. Et la libération, c'est précisément ça. C'est précisément la façon dont nous discutons avec nous-mêmes de nos différentes façons d'interpréter le monde, de nous concevoir nous-mêmes, etc. Donc, nous sommes une communauté d'interprétation a tendance plutôt à empêcher, à bloquer cette dimension. Les agrégats montraient au contraire des formations provisoires, éphémères, plus ou moins durables, de publics qui se cristallisaient en quelque sorte dans les réseaux ou les forums. Donc la délibération des images et des sons que rendent visibles les agrégats montre que tout objet, parce que je travaille sur le cinéma et l'audiovisuel, montre que tout objet film est complexe et traversé de contradictions, que toute spectatrice ou spectateur est le lieu d'une multiplicité et d'une complexité liée à sa propre histoire, à ses attachements collectifs divers, à son inachèvement comme individu, etc. Et troisièmement, que la relation de la spectatrice ou du spectateur au film est évolutive, marquée par des transformations interprétatives pendant la lecture, des réévaluations en cours de route, ou quelques semaines plus tard, ou des années plus tard, en fonction des conversations avec autrui, ou de la carrière de spectateur, comme disent certains sociologues. L'objectif du modèle donc, de la délibération des images, des agrégats délibératifs, est de nous pousser à mieux comprendre comment les spectatrices et les spectateurs produisent les formes du film en fonction de leur délibération ethnique et de l'histoire de la délibération. Ça suppose de faire une autre analyse de film. Donc moi, je ne me situe pas du côté de l'analyse des sociologique des spectateurs, mais vraiment de la sémiotique pragmatique, où il s'agit de comprendre comment délibérer, c'est finalement interpréter différemment, et donc ça suppose un autre type d'analyse de film que celui qu'on fait d'habitude quand on est un sémiologue immanentiste ou quand on est déterminé par la théorie des communautés interprétatives ou la pragmatique des grands codes, par exemple, comme la fiction ou le documentaire. Les réactions attestées de spectatrices et de spectateurs
l'avènement de 68, un certain nombre de professionnels ont été licenciés de RTF, avec Roger Louis à leur tête, et ont créé le CREPAC, Centre de recherche sur l'éducation permanente et l'action culturelle. Et je vous cite l'article d'Anne Ray, journaliste au Monde en 1975, qui fait le point avec Roger Louis à l'époque sur les premières années du CREPAC et son magazine mensuel d'actualité alternatif au contact des publics, Certifié Exact. Notre projet initial, dont Certifié Exact ne représente qu'une approche imparfaite, se trouve toujours au frigidaire. Pourtant, nous avons autre chose à dire. Nous rêvons d'une utilisation simultanée de supports multiples, Super 8, vidéo, expression écrite à un échelon départemental puis régional. Nous rêvons d'une diffusion qui dépasse l'entreprise pour gagner les associations, les groupes d'action écologique, les salles et pourquoi pas la rue. Ces rêves vont-ils prendre consistance au sein de l'Institut national de Dussel, qui venait juste d'être créé à l'époque l'INA? Nous nous appuierons sur l'institution pour y pratiquer des actions de commando, suggère Roger Louis. Mais que se passera-t-il au prochain mai 68? Donc on voit bien ici, dans cet extrait du Monde de 75, comment Roger Louis essaye de négocier un espace propre en s'appuyant sur des réseaux déjà existants. Et en essayant de prendre appui sur la nouvelle institution qui est l'Institut national de l'audiovisuel. Le CREPAC voulait prendre appui donc, sur l'ensemble des maisons de la culture, des lieux syndicaux, des bibliothèques, des associations d'éducation populaire, qui étaient évaluées à 40 000 lieux environ en France, afin de diffuser ce magazine mensuel vidéo alternatif. Dans une autre conférence qui travaille sur Certifié Exact, Laurent Bess, donc un historien de ces questions-là, a observé que dans Certifié Exact numéro 1, un film propose deux versions d'un meeting pour critiquer la pseudo-neutralité de l'image, un peu à la manière de Lettres de Sibérie de Chris Marker. Donc l'éducation populaire, qui fonde le projet d'un magazine de contre-actualité, rejoint alors ce qu'on appelle nous aujourd'hui l'éducation aux médias, comme si l'éducation aux médias, implicite dans la critique initiale, devenait le cadre délibératif pertinent pour une autre manière de sémiotiser une production audiovisuelle. Il faut regarder autrement, finalement, ce que nous proposent les médias principaux, comme un meeting par exemple. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est cet entrelacement entre délibération quant à l'offre existante, qui fait l'objet de censure politique ou de standardisation industrielle, et l'ouverture du sens, qui est fondée sur une délibération des formes audiovisuelles, c'est-à-dire la façon dont un spectateur peut voir autrement le film, qui est illustré ici par ces deux montages possibles. Dans quelle mesure précisément cette critique de l'offre peut conduire, à travers la délibération des formes elles-mêmes, à proposer une autre offre, donc un média alternatif. La question est d'abord celle du public. Donc faisons d'abord un petit point sur cette question avant de revenir à la délibération des formes. Je vais dire juste une petite chose très rapide. Je n'ai pas fait d'enquête approfondie sur cette question-là, mais je vous propose une hypothèse. Ce qui m'a frappé récemment, c'est qu'il y a une question de vocabulaire, on en parlait tout à l'heure. On utilise de plus en plus dans la recherche, et même aussi peut-être chez les activistes, la notion d'agrégat, dans la mesure où la notion de public est liée effectivement à l'histoire de publics nationaux avec des réseaux nationaux, par exemple de télévision, comme celui que vous avez à gauche, le réseau de la RTF en France en 60. Mais bien sûr, il faut distinguer des choses différentes. L'agrégation des publics, c'est-à-dire le cumul par la satisfaction que visent les plateformes, par-delà ou à l'intérieur même des audiences nationales, on en a parlé lors de la keynote d'ouverture. L'agrégation des réseaux via par exemple la Really Simple Syndication, donc RSS, automatique dont parlent Olivier Blondeau et Laurent Salard dans Devenir Média, qui fabrique des cartographies militantes au sein du territoire indéfini du web, et puis moi ce que j'appelle les agrégats délibératifs, qui sont plutôt des structurations de réaction des spectateurs et spectatrices autour d'un argument, qui fabrique ponctuellement des publics, donc autour d'un objet, mais s'inscrivent aussi toujours dans une histoire de ces publics. Par-delà donc les différentes constructions théoriques, qui relèvent du marketing, de la sociologie politique ou de la théorie d'argumentation, je trouve intéressant et symptomatique que la notion de public soit remplacée aujourd'hui par celle d'agrégat, dans la mesure où cette dernière fait sens par rapport à une activité ou par rapport à une dynamique. La notion de public appartient à la fois à l'histoire des spectacles, à celle de l'espace public, d'où sa disponibilité pour rendre compte des enjeux politiques de la culture en tant qu'ils sont exposés sur une scène publique, notamment nationale. Mais on voit que cette notion entre en pire quand on constate une dissolution entre les deux espaces, celui de la sphère publique argumentative et celui de la scène médiatique,
dû à l'éclatement des scènes médiatiques nationales autrefois structurées par quelques chaînes publiques ou privées ou quelques grands networks nationaux, mais aussi au développement de sociétés pluriculturelles, aux médias diasporiques, etc. Or, en fait, c'est plutôt la disjonction qui est normale. Le modèle d'alignement entre un réseau de télévision nationale et un public soi-disant homogène à l'intérieur des frontières d'un État-nation, s'il correspond au modèle d'un public de spectacle unifié par le réseau technologique, ne correspond pas du tout en réalité à la dynamique du public politique. De ce point de vue, le web révèle ou matérialise un processus qui était déjà là, bien sûr, dans la notion du public, et que de rares penseurs, comme John Dewey, avaient identifié, à savoir la motivation, le concernement. Hein. Ce sont des choses que Olivier Blondeau, Laurent Saillard avaient déjà identifiées. Chez Dewey, hein, c'est l'impact qui produit le public. Hein. La motivation fabrique le public en tant que collectif. Participer à la conversation sociale, contribuer au changement politique ou défendre son point de vue permet de créer ces collectifs dont on vient de parler à l'instant du côté des infrastructures féministes. Donc, une fois, j'avais lu dans un livre sur la rhétorique de la communication que la télévision nationale réalisait en quelque sorte l'auditoire universel de Bernstein. Voilà une idée fausse, complètement fausse, puisque c'est une idée qui confond les deux dynamiques, celle d'un réseau national et celle de la construction politique du public. Inversement, l'agrégation, quel que soit le collectif qu'elle puisse fabriquer, n'est pas l'association, cette forme contractuelle qui fixe un but politique commun à un groupe. De même que le cumul des associations sur lesquelles le CREPAC voulait s'appuyer ne fabrique pas nécessairement une supra-association, d'où l'échec en partie du CREPAC. De même que tisser une toile d'araignée grâce à un fil RSS entre associations de ne fait pas forcément un forum social mondial pérenne, disons, au-delà des moments de rencontre. Il reste que, tout comme une conversation avec un militant basé dans une réunion, l'activité égrégative, le processus égrégatif peut quand même déboucher sur des formes d'association, comme lorsqu'on décide par exemple de sauter de pas et de passer de la consommation d'un média alternatif, comme Mediapart en France par exemple, à un
essayer de faire une étude de cas rapide, puisqu'il me reste quelques minutes. Oui, un petit de 3 minutes, Guillaume, si tu veux 3 qu'on ait le minutes, temps de voilà. discuter. Oui, Merci. je t'en prie. Sur les productions alternatives de David Dufresne. Donc c'est ce qui m'intéresse, c'est ce moment justement intermédiaire entre la critique et la création d'un média alternatif, et je trouve que David Dufresne est un bon exemple, un bon client pour travailler là-dessus. Vous savez que depuis ses débuts, il est inspiré par l'Internet libre et les fanzines, et que, en quelque sorte, on a l'impression que chaque fois qu'une nouvelle technologie se propose, il saute dessus pour développer un projet qui est relativement toujours le même, à savoir la critique notamment de la violence de l'État ou de la violence exercée par l'économie. Donc trois questions se posent. Comment la délibération des formes ou des formats configure un dispositif en puissance? Comment la création d'un dispositif technopolitique est la réponse à une délibération? Et inversement, comment un média alternatif peut en quelque sorte faire vivre la délibération qui l'a fait naître. Je vais utiliser la notion de dispositif en un sens non foucaldien et plutôt schefferien, mais si ça vous intéresse, je développerai, mais là, je n'ai pas le temps. Les deux premiers points sont rapides. Comment la délibération configure un dispositif en puissance. Parce que Dufresne s'intéresse à la prison dans le Colorado, il s'est documenté, il cherche à mieux comprendre comment se met en place une sorte d'industrie de la prison qui pose de nombreux problèmes éthiques et politiques. Le problème est peu traité dans les médias. L'époque de surveiller et punir et du groupe d'information sur les prisons semble bien loin. Nous sommes donc dans le déni par rapport au fait que notre société libre et démocratique repose sur l'emprisonnement problématique d'une partie importante de la population avec des régimes de coercition et de contrôle pour le moins discutables. S'emparer du sujet désigne un manque dans l'espace public, mais comment traiter cette question qui fait partie du problème, le déni? C'est là qu'on rentre dans le deuxième point, comme à la création d'un dispositif technopolitique et la réponse à une délibération. Donc justement, le choix de proposer à un internaute de jouer à l'enquêteur à travers le webdoc est une manière de répondre à cela. Grâce à l'arborescence et au clic, le webdoc retourne le déni dans lequel nous sommes, nous ferons participer à l'enquête, c'est-à-dire en nous responsabilisant. Comme le dit un utilisateur de Prison de Valais, j'aurais pu en apprendre autant sur Prison de Valais avec un film de 30 minutes, mais comme j'ai passé 3 heures à cliquer, le fait que ce soit moi qui l'ai fait change tout. Construire soi-même son savoir responsabilise et produit une prise de conscience plus forte. Ce geste de traiter autant le sujet que notre rapport à lui par des moyens technopolitiques, on y retrouve dans presque toutes les productions de David Dufresne. Par exemple, dans Force McMoney, qui vise à sortir les internautes citoyens de leur passivité face à l'extraction des sables bitumineux, en fabriquant un espace démocratique, là où symptomatiquement la prospérité de Force McMoney, donc la ville réelle, dans l'Alberta, étouffe le débat au point que seuls 10% de la population participe aux élections locales. La participation de 300 000 internautes au plus faible expérience parle pour elle-même, c'est plus que les 70 000 habitants sur place. Il s'agit donc de désenclaver le débat démocratique, etc. Je passe. Un des principaux utilisateurs de Force McMoney note que le projet de changer le destin d'une ville et de recréer un espace démocratique dans l'espace web était peut-être une bonne manière de vendre le projet. Mais bien sûr, comme cela ne peut vraiment pas prendre forme dans la réalité, l'essentiel est que pour lui, le documentaire a produit la plus grande prise de conscience qu'il avait vécue jusque-là dans le documentaire, sans que le point de vue de l'auteur manque. C'est intéressant parce que, évidemment, David Dufresne n'est pas présent dans le webdoc, mais son dispositif, en fait, est en quelque sorte sa marque d'auteur. C'est donc par rapport au dispositif que nous nous positionnons. C'est le dispositif qui est la marque, en quelque sorte, de la délibération que nous engageons avec David Dufresne à un niveau méta. Troisième niveau dont j'ai parlé, comment les médias alternatifs peuvent en quelque sorte faire vivre la délibération qui la fait naître. Je vais prendre l'exemple d'un pays qui se tient sage, qui est un film en apparence classique. David Dufresne là aussi s'efface, mais il met en place un dispositif d'entretien ou de conversation, comme il le dit le générique, qui est pour moi issu de ses expériences préalables avec les nouvelles technologies. Comme me l'a fait remarquer une étudiante lors d'un séminaire sur la
qui est à moto obligé de s'enfuir. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film. Comme vous le savez sans doute, un pays qui soutient ça a réalisé notamment à partir d'une documentation accumulée par David Dufresne grâce à son appel sur Twitter à recenser toutes les violences policières. Il suffit, encore faut-il y penser, en quelque sorte fixer un temps de ralliement dans l'espace des tweetos pour déclencher une agrégation de contenu qui documente une réalité sociale, dont le problème justement est sa dispersion et du coup sa qualification en simple bavure isolée, etc. En montrant, grâce à l'agrégation, le caractère massif des violences policières, David Dufresne design en quelque sorte, il construit une infrastructure justement, il design le problème, mais évidemment tout reste à faire. Et c'est ce que fait le film justement, pour passer d'un réseau virtuel porteur de délibération à la construction d'un problème public grâce à un dispositif de collecte et à une discussion autour de cet enjeu. L'ensemble du film, qui est en quelque sorte, qui contient des tweets et des retweets, devient une position publique qui est à son tour discutable, etc. Guillaume, je t'inviterai à conclure, excuse-moi, mais on est en train de rogner sur le temps de discussion et c'est dommage vu que tu n'es pas avec nous pour parler pendant la pause de déjeuner. Donc, on a parlé lors de la keynote de début de la question du club, du modèle du club. Ce qui est intéressant, c'est que évidemment, les clubs peuvent être de deux types. Vous avez le modèle économique, mais vous avez aussi le club révolutionnaire. Et donc, il me semble que ce que cherche à faire David Dufresne, c'est à construire des clubs, en quelque sorte au sens politique, et à s'émanciper progressivement des plateformes. Et la dernière en date de cette émancipation, c'est justement la façon dont il a quitté Twitch pour faire tout, etc. Et donc, en quelque sorte, il s'est appuyé sur le système de plateforme et leur mécanisme d'agrégation pour développer un espace, comme il l'appelle, un abri, un refuge libre, voilà, une communauté, on va dire, d'inspiration anarchiste, pour reprendre des vocabulaires bien connus. Donc, ce qui ne m'étonne pas, évidemment, le fait qu'il va faire au poste un espace qui est en quelque sorte emblématique de la démarche de Rancière, puisque c'est l'association de Rancière qui s'abandonne à son site, depuis quelques années. Voilà, pardon, j'ai été très long. Merci Guillaume. Là, c'est moi le bad cop aujourd'hui, mais mon rôle c'est donc de tenir la montre pour tout le monde. On va peut-être avoir le temps de prendre une ou deux questions, on va voir combien de temps on discute de tout ça. En tout cas, c'était vraiment, vraiment très très intéressant. Oui. Bonjour Guillaume, alors on regrette de ne pas te pouvoir discuter plus longtemps avec toi. Ouais. Bon, mais donc il y a tellement riche. Je me posais la question de la place de l'enquête, voilà, dans ta réflexion, puisque chez Dewey, le public est défini à la fois en effet par concernement motif, mais aussi par cette activité qu'est l'enquête. Et donc, notamment quand on avait travaillé sur cette question de l'agrégation, enfin, du design technopolitique, des agrégations, etc., dans Devenir Média, on s'était posé la question justement de l'accountability, c'est-à-dire de créer justement de la compte qui responsabilise, dont on est redevable par le biais justement de l'enquête et de la production de contenu qui vont ensuite s'agréger, se mutualiser, se syndiquer. Et donc je me posais, voilà, dans ta réflexion, voilà, tu t'en as un peu parlé d'ailleurs, où est la place de l'enquête et cette question de la délibération et en comparaison avec l'activité l'horizon de la comptabilité. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair. Non, je remercie pour la question. Comment dire? Alors, quand tu travailles sur la comptabilité, tu travailles sur des acteurs sociaux et qui donc effectivement sont porteurs tous d'une sorte de part de l'activité et qui les responsabilisent, enfin tout ce que tu viens de dire beaucoup mieux que moi. Donc ce qui m'intéresse moi plutôt, c'est la façon dont les formes sémiotiques, dans
consommés pour des vertus narratives ou explicatives, même, que pourrait avoir un documentaire scientifique, par exemple. C'est vraiment un documentaire de la discutabilité, de la débattabilité. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais voilà, moi, je m'intéresse là à ce niveau-là de participation par l'activité spectatoriale, en fait, pas l'activité interprétative. Mais l'activité interprétative est une activité sociale, ce que nous faisons indépendamment des films et des séries. Donc c'est tout à fait normal de retrouver dans l'activité sémiotique ce que nous faisons dans la vie en tant que citoyen. Merci Guillaume, ça va devoir rester notre seule question. Mais il faudra vous engager avec Guillaume sur toutes sortes de plateformes existantes pour continuer les débats, les travaux avec lui. On va continuer.